Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous êtes encouragés par ce qui se fait dans l'Est de notre beau pays, ce qui se fait dans la ville de Ouadamette, ce qui se fait dans la région de Maribaou, tel que les gens de la région l'appellent. Nous, on francise la chose, on parle de Maribou, mais non, eux là-bas, ils appellent ça Maribaou. Et il faut honorer la façon dont nos paysans, dont nos compatriotes nomment, n'est-ce pas, leur région. Et donc je vous demandais si vous étiez encouragé par ce qui se fait là. Moi, je suis très encouragé. Et honnêtement, je vais tenter de vous dire pourquoi. Je vais tenter de vous faire voir toute l'opportunité, bon Dieu, toutes les leçons que nous sommes en train de réapprendre à même cette crise. Et juste avant de le faire, je voudrais prendre le temps de remercier Nazi Nader. Nazi Nader, c'est le nom que nous, les Haïtiens, nous collons à Abinader, le président de l'État dominicain. Notons que, en général, nous n'avons rien contre la population dominicaine. Pour quelle raison? Parce que les humains de partout sont les mêmes. Que veulent les humains en général? Ils veulent vivre en paix. Ils veulent exploiter les ressources de leur communauté. Ils veulent pouvoir manger, pouvoir boire de l'eau, envoyer leurs enfants à l'école, travailler en contribuant, pour ainsi dire, à l'avancement de leur communauté. Au fait, les humains de partout, c'est ce qu'ils veulent, hein? Prenez le temps de voyager si vous en avez les moyens, mais prenez le temps surtout d'écouter, n'est-ce pas, ce qu'on dit de tel peuple ici et là. Eh bien, les peuples ont les mêmes aspirations, les peuples ont les mêmes desiderata. Bon, nous sommes arrivés sur Terre les mains vides, nous allons en repartir les mains vides, et pendant notre très court pèlerinage, eh bien, nous avons besoin de ressources. Et ces ressources-là sont disponibles, n'est-ce pas, chez nous. Ce dont nous avons besoin pour nous nourrir, ce dont nous avons besoin pour évoluer, pour développer nos talents, tout ceci est disponible autour de nous. Et les humains de partout veulent, n'est-ce pas, pouvoir contribuer à l'avancement de leur communauté. Le problème, ce ne sont pas les populations, le problème, ce ne sont pas les peuples, le problème, ce sont en général les politiciens. Des politiciens ambitieux, des politiciens envieux et qui vont commencer par mettre des tactiques de manipulation, des tactiques polarisantes, de manière justement à dresser les peuples les uns contre les autres. Quelqu'un a déjà dit de la guerre que ce sont deux hommes qui se connaissent, qui se détestent et qui envoient des soldats qui ne se connaissent pas s'entretuer au nom de deux peuples qui ne se connaissent pas et qui n'ont rien l'un contre l'autre. Je vais reprendre cette définition de la guerre. Elle n'est pas de moi, je l'ai lue quelque part et je la paraphrase. Quelqu'un a déjà dit donc que la guerre, c'est un conflit qu'il y a entre deux hommes qui se connaissent, qui se détestent généralement, et qui envoient des soldats qui ne se connaissent pas s'entretuer au nom de deux peuples qui ne se connaissent pas et qui n'ont rien l'un contre l'autre. En sorte que, après la guerre, si on se pose la question, mais comment tout cela a commencé? Généralement, cela a commencé parce que deux hommes, souvent pervers, deux hommes envieux, deux hommes manipulateurs, qui se détestent, manipulent l'opinion publique de manière à envoyer des armées se battre au nom de deux peuples qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien contre l'autre et qui se retrouvent, n'est-ce pas, à se détester par la suite. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de faire la genèse des choses.
Alors je vous disais que ce qui se passe dans la région de Maribaou est très encourageant. Et je voudrais commencer, et c'est ce que je vous disais, par remercier Nazi Nader. Nazi Nader, je reprends, c'est le sobriquet que les Haïtiens, dans leur imagination fertile, dans leur génie linguistique, collent à Abinader, le président dominicain. Abinader, c'est un raciste. Abinader, c'est un négrophobe. Abinader, c'est un nazi, hein, aux petites chaussures. Hein. On le voit bien, suivez son langage corporel, on voit bien que c'est un complexé. Mais toujours est-il que c'est un nazi. Il faut appeler les choses par leur nom. Cette politique qui consiste à priver les Haïtiens qui sont installés là-bas, pour beaucoup d'entre eux, depuis les années 20. Des Haïtiens qui ont été forcés d'aller vivre en République dominicaine par la très malveillante République étoilée, les États-Unis d'Amérique. Hein, les Américains sont les premiers à forcer les paysans haïtiens à laisser leurs terres parce que les Américains voulaient voler nos terres pour préparer leur guerre, pour, n'est-ce pas, ce qu'ils appelaient leur effort de guerre. Et ils ont donc forcé nos compatriotes haïtiens, nos paysans, à aller couper de la canne à sucre en République dominicaine parce que la canne à sucre, c'était des intérêts américains. La canne à sucre était aux mains d'industriels américains et on avait besoin de main-d'œuvre vile et servile. Eh bien, la très malveillante République américaine est venue chercher cette main-d'œuvre-là chez nous. Et donc, vous avez environ une année après l'installation de l'occupation américaine chez nous, 1915, donc 1916, 1917, vous avez des Haïtiens qui ont été forcés, manu militari, à aller couper de la canne à sucre en République dominicaine. Eh bien, ces compatriotes ont donné naissance à des enfants, et normalement, le droit international reconnaît ce qu'on appelle le droit du sol. Puisque ces enfants-là sont nés sur le sol dominicain, ils devraient avoir la nationalité dominicaine. Et imaginez des gens qui sont nés là-bas dans des années 20, qui ont donné naissance, n'est-ce pas, à toute une postérité. Et là, en 2014 de mémoire, la République dominicaine a fait passer une loi raciste, une loi qui est contre l'esprit du droit international, qui a littéralement dépouillé toute cette génération, oh bon Dieu, toutes ces générations d'Haïtiens qui normalement devraient bénéficier du droit du sol, donc qui devraient être considérés comme des citoyens dominicains. Depuis 2014, le très raciste État dominicain, le très, ma foi, négrophobe État républicain a publié une série de lois dignes de lois nazies. Je suis historien, si vous comparez ces lois-là aux lois que le régime nazi d'Hitler passait dans ce qu'on appelait les lois de Nuremberg, où on dépouillait les Juifs de leur citoyenneté allemande, des Juifs qui étaient installés là depuis plusieurs générations, donc qui bénéficiaient jusque-là, au nom du droit du sol, de la citoyenneté allemande, eh bien le régime nazi les a tout simplement dépouillés de cette citoyenneté-là. Eh bien, c'est ce que le régime nazi de l'État dominicain a fait. Et donc, vous avez, dans les dernières années, un Abinader nazi, de par ses pratiques négrophobes, de par ses comportements, par ses politiques publiques, qui décide non seulement d'humilier les Haïtiens qui sont installés là-bas, de les traiter comme des moins que rien, mais qui est allé jusqu'à vouloir priver les Haïtiens de leur droit de creuser un canal pour pouvoir irriguer leurs terres, pour pouvoir irriguer, n'est-ce pas, leurs fermes qui se trouvent justement dans la région de Maribaou. Et ce qu'il y a d'intéressant, et nous avons reçu mercredi dernier sur notre plateau
l'économiste Émile Edzard, qui nous rappelle comment, à chaque fois qu'un gouvernement haïtien a tenté de creuser ce canal, eh bien, les Dominicains ont toujours trouvé une façon de s'opposer, en corrompant les gouvernements, en demandant qu'on congédie tout simplement tel ministre qui était trop zélé. Et si, du côté de l'État haïtien, on engageait une certaine compagnie pour creuser le canal et effectuer l'ouvrage, eh bien, l'État raciste dominicain allait jusqu'à payer, n'est-ce pas, en sous-main cette compagnie-là, de manière à ce que le projet n'aboutisse pas. Et la dernière expérience de ce genre remonte justement en 2021. Et là, les paysans qui ont besoin d'eau pour leur culture du riz ont décidé de prendre la chose en main. Ils ont réalisé que le très cynique Ariel Henry, qui est placé là par les nations malveillantes comme les États-Unis, le Canada et la France, n'est pas là pour eux. Ils ont réalisé dans leur intelligence instinctive que des ministres de l'agriculture, des ministres des mines, des ministres, mettez-en tous ces titres ronflants qui ne veulent rien dire, que ces ministres-là ne sont pas là pour eux. Ils ont décidé, voilà quelques jours, de reprendre les travaux du canal, travaux qui ont été initiés, il faut le reconnaître, il faut lui en donner le crédit, qui ont été initiés par feu le président Jovenel Moïse. Dès que les paysans ont relancé les travaux, et notez que le droit international est de notre côté. J'ai parlé de cet article du docteur Mesmy-Fleurant, qui est spécialiste de la chose en droit international. J'ai reçu sur mon plateau le très compétent doctorant, maître, n'est-ce pas, cher enfant, qui nous rappelle que oui, du point de vue du droit international, le droit est du côté des paysans haïtiens. Nous avons le droit d'utiliser ce cours d'eau transfrontalier. Nous avons le droit d'utiliser, pourvu que ça ne porte pas préjudice à l'État dominicain, nous avons le droit de creuser un canal. D'autant que les Dominicains, depuis que des accords ont été signés entre l'État haïtien et l'État dominicain, nous sommes en 1929, puis en 1935, puis tout récemment en 2021. Donc depuis que des accords ont été passés entre les deux États, l'État dominicain a effectué pas moins de 11 travaux sur cette rivière. Et l'État haïtien n'en a jamais été offusqué. Or, voilà que pour la première fois, nous voulons creuser un canal pour irriguer nos terres agricoles. On parle de plus de 3000 hectares de terres. D'autres parlent jusqu'à 15 000 hectares. Le très nazi Abinader, le très négrophobe Abinader, le très raciste Abinader y est allé de sanctions les unes plus disproportionnées que les autres. D'abord, c'est un idiot, c'est un imbécile, ce nazi, comme pour la plupart. Hein. C'est-à-dire, quand vous décidez de mettre sur pied des politiques publiques racistes, des politiques publiques qui dépouillent les autres de leurs droits, mais vous êtes toujours du côté de l'imbécilité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas fait d'études universitaires, ça ne veut pas dire que vous ne vous entourez pas de docteurs en ceci ou en cela. Le fait est que dans la pratique, vous êtes de gros imbéciles. La situation des Haïtiens en République dominicaine est catastrophique. Extorsion, massacre à répétition, traitement inhumain. Haïtiens de la diaspora et amis des Haïtiens, sommes-nous fatigués, écœurés de ces traitements inhumains? Nous vous demandons, tenez-vous debout avec nous pour dénoncer ce silence complice du gouvernement d'Abinader. Nous vous attendons le 1er octobre devant le consulat dominicain à Montréal, au 1470 rue
Pile, rue Pile, donc métro Pile, Pile, coin Maisonneuve. À 14 heures, nous allons nous tenir debout. C'est une question de dignité. Grande manifestation en solidarité au peuple haïtien. Il faut arrêter ces traitements inhumains et il faut venir apporter notre support à ces gens-là qui veulent construire ce canal pour leur dignité. Merci. Dimanche 1er octobre à 14 heures au 1470 rue Pile, Pile, coin Maisonneuve. Merci. Parce que l'état du droit est tel que vous ne pouvez pas vous permettre de dire aux Haïtiens qu'ils n'ont pas le droit de creuser un canal à même leur rivière à eux, la rivière Massacre, tandis que vous avez effectué pas moins de 11 travaux sur le même cours transfrontalier. Alors, je disais que cet Abinader, ce nazi Nader, non seulement est-il nazi, mais c'est en plus un imbécile. Un imbécile qui ignore les propres accords que son pays, son État a signés 1929, 1935 et 2021, accords pluriels, au terme desquels, eh bien, l'État dominicain a le droit d'utiliser le cours d'eau et Haïti aussi a le droit d'utiliser la rivière. Et donc, il a tout fait pour empêcher l'État haïtien de creuser le canal en corrompant, en armant des bandits. On le sait de plus en plus maintenant. Je vous le disais déjà que l'État dominicain était impliqué dans la soi-disant insécurité en Haïti parce que plus c'est merdique chez nous, plus l'État dominicain arrive à vendre ses saloperies de marchandises. Or voilà que depuis que les paysans ont repris les travaux, Abinader, imbécile, nazi de son État, sans respecter le droit international, sans respecter les pratiques diplomatiques. Car que commandent les pratiques diplomatiques en la matière? Quand vous avez un État voisin, un État avec qui vous avez des relations diplomatiques, quand cet État-là pose un geste, n'est-ce pas, qui ne vous plaît pas, eh bien, il faut suivre un certain ordonnancement. C'est ce que les pratiques diplomatiques établissent. Je vous le disais la semaine dernière, en général, quand tel État pose tel geste ou quand tel chef d'État tient des propos qui déplaisent à votre État, à vous, ben, vous voyez ce qu'on fait. On commence par convoquer l'ambassadeur étranger qui est accrédité chez vous pour explication. Vous le convoquez en votre chancellerie et vous lui demandez des explications sur ce qui se passe. En l'occurrence, dites-nous comment ça se fait que les paysans décident de creuser par eux-mêmes un canal sur la rivière Massacre. Et là, l'ambassadeur d'Haïti vous livrerait des explications officielles de son gouvernement, qui n'en est pas un, remarquez. Et si vous n'êtes pas satisfait des explications à vous transmises par l'ambassadeur accrédité chez vous, vous y allez d'un autre geste beaucoup plus important diplomatiquement, vous rappelez votre ambassadeur à vous pour consultation. Dès que vous rappelez votre ambassadeur pour consultation, vous envoyez un message à l'autre État que vous n'êtes pas content et vous êtes même prêt à rompre toute relation diplomatique si les choses ne s'arrangent pas. Et enfin, si les choses ne s'arrangent toujours pas, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous dites, écoutez, je demande à l'ambassadeur étranger qui est accrédité chez moi de laisser le territoire dans 8, 10 jours ou parfois en 48 heures si la chose devient vraiment très complexe. Le nazi Abinader n'a pas fait ça. Il n'a pas convoqué l'ambassadeur haïtien pour explication. Il n'a pas rappelé son propre ambassadeur pour consultation. Le nazi Abinader y est allé d'intimidation. Il a envoyé son armée, ses hélicoptères, ses chars blindés sur la frontière et quelques militaires dominicains ont même commis l'outrage de pénétrer, de fouler le sol des Saliniens.
Il est allé de quelque chose de plus disproportionnel encore en disant qu'il allait fermer tous les services d'émission de visa aux Haïtiens, aux ressortissants haïtiens, et pire. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un gros imbécile, cet Abinader. Pire, il a décidé de fermer toutes les frontières avec Haïti. Or, qu'établissent les chiffres? Les chiffres disent que par année, eh bien, la République dominicaine vend à Haïti quelque chose pour 1,4 milliard de dollars de marchandises. Tandis qu'en contrepartie, Haïti vend à la République dominicaine, Haïti vend donc à l'État dominicain quelque chose comme 10 millions. Donc, quand je vous dis, c'est un gros imbécile, ce Nazinader. Donc, en fermant votre frontière, celui qui souffre le plus, c'est l'agriculteur dominicain. Celui qui souffre le plus, n'est-ce pas, c'est précisément le producteur dominicain qui veut vendre sa marchandise. On parle d'un milliard de dollars et plus par année, selon les chiffres, encore une fois, de l'économiste Edzer Emile. Alors là, il ferme la frontière parce qu'il pense qu'en nous intimidant de cette manière, on va dire « Ah, oh Saint Nazinader, ayez pitié de nous, daignez, ô Saint Nazinader, rouvrir vos frontières pour que nous puissions manger vos saloperies que vous déversez sur notre territoire progressivement depuis les années 90, en intensifiant vos saloperies après le tremblement de terre et en prenant le contrôle du ventre haïtien depuis justement les 10 dernières années. Il s'attendait à cela, c'est ce qu'il pensait. Parce que Nazinader confond les politiciens haïtiens, qui sont 9 fois sur 10 des corrompus, qui sont 9 fois sur 10 des apatrides, qui sont 9 fois sur 10 des traîtres à la nation, eh bien, il les confond, ces politiciens-là, le Nazinader, avec le peuple haïtien. Si les politiciens haïtiens en général sont des aplaventristes, si les politiciens haïtiens en général sont des sous-hommes qui ont besoin d'aller marier leurs enfants en République dominicaine, qui ont besoin d'aller faire leur matu-vu en République dominicaine, qui ont besoin de 2 ou 3 maîtresses dominicaines, qui construisent, n'est-ce pas, leur maison en République dominicaine, qui brassent des affaires en République dominicaine, eh bien, le peuple haïtien est d'un autre acabit. Le peuple haïtien, il est d'un autre moule. Tandis que le Nazinader confondait les politiciens haïtiens avec le peuple haïtien, eh bien, le Nazinader réalise que le peuple haïtien est un peuple vertical, est un peuple à qui on ne dit pas non. Le peuple haïtien, c'est un peuple qui ne croit pas à l'impossible. Parce que, historiquement, nous avons toujours embrassé des causes impossibles, des causes improbables, des causes dont on disait « ça n'arrivera jamais ». Toute l'histoire du peuple haïtien, c'est une histoire de réalisation improbable, c'est une histoire de réalisation impossible, et à chaque fois, nous avons fait mentir les prévisions, nous avons fait mentir les études scientifiques, suivez mon regard, nous avons fait mentir les médias, eux en général, c'est des choses très superficielles parce qu'ils ne vont pas dans le fond des choses, ces médias-là qui répètent ce que les chancelleries des États conçoivent pour eux, des piques-assiettes, comme l'appelait très justement, n'est-ce pas, René Lévesque. Eh bien, le peuple haïtien fait toujours mentir les statistiques, les études, etc. Voilà pourquoi, selon le titre que je vous ai suggéré à mon émission, il faut remercier le Nazinader. Il faut remercier Nazinader car il est en train de faire renaître, il est en train de réactiver le trait fondamental
de l'être haïtien. Quel est ce trait fondamental de l'être haïtien? L'haïtien, c'est le peuple des causes impossibles. L'haïtien, c'est le peuple des causes improbables. C'est ce qu'on va développer à cette émission. Et oui, je suggère qu'on remercie le Nazi Nader. Je suggère qu'on l'applaudisse quasiment, car s'il n'était de ces politiques publiques nazis, s'il n'était de ces politiques publiques négrophobes, s'il n'était de ces politiques publiques racistes, ce trait-là ne serait pas réactivé tout de suite. Et donc, je veux remercier le Nazi Nader, détestable, raciste, imbécile, idiot et tout ce que vous voulez, mais je veux quand même prendre le temps de le remercier, ce Nazi Nader, sobriquet pour Abinader, le président raciste de l'État raciste dominicain, qu'il ne faut pas confondre avec le peuple dominicain. Je veux le remercier, cet imbécile, parce qu'il est en train de réactiver le trait fondamental de l'être haïtien. Nous sommes un peuple des causes impossibles, nous sommes un peuple des causes improbables. Et vous allez voir, notre histoire n'est que cela. L'introduction était longue, merci de votre attention. Et justement, en parlant d'attention, vous en aurez besoin. Alors, pour vous y aider, offrez-vous une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. À tout à l'heure, les amis. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Avant la pause, je vous disais qu'il nous faut remercier le Nazi Nader. Quelques-uns d'entre vous, je suis sûr, sont choqués. Ils disent « Ah ouais, mais pourquoi remercier cet imbécile, ce négrophobe, ce raciste, ce nazi qu'est Abinader et qui mérite bien le nom que nous lui collons, le Nazi Nader ?» Mais c'est parce que le Nazi Nader est le dernier coup de fouet dont on avait besoin, le dernier coup de fouet qui devait nous être, n'est-ce pas, asséné pour qu'on se réveille. Je vais vous rappeler une leçon que j'ai apprise tandis que j'avais 9 ans. Je m'en souviens comme si c'était d'hier. C'est une leçon qui m'a été enseignée par un aîné, un diacre de mon église de jeunesse,
à qui je veux rendre un hommage posthume d'ailleurs. C'est le frère Termitus Lubin. Je me souviens de cela comme si c'était d'hier. J'avais 9 ans et puis il partageait avec nous cette leçon. Il disait, vous savez, c'est un homme qui avait des terres et donc qui s'y connaît en agriculture et qui utilisait des mules pour transporter sa marchandise, etc. Voici ce qu'il nous a dit. Il a dit, il y a 2 types de mules dans la vie. D'abord, c'est intéressant qu'il regroupe en 2 catégories les mules. Il dit, il y a les mules qui, lorsqu'elles tombent, ont besoin qu'on leur enlève tout leur fardeau, ont besoin qu'on leur enlève toute leur charge. Ces mules-là ont besoin qu'on les aide à se relever. Elles ont besoin en plus qu'on leur donne à manger, elles ont besoin qu'on leur donne à boire avant qu'elles ne recommencent à travailler, c'est-à-dire porter leur fardeau. Ça, c'est la première catégorie de mules. Et il ajoute, il y a une deuxième catégorie de mules. Ces mules-là, quand elles tombent, elles n'ont pas besoin qu'on leur enlève leur fardeau, elles n'ont pas besoin qu'on leur enlève leur charge, elles n'ont pas besoin qu'on leur donne à manger, elles n'ont pas besoin qu'on les caresse dans le sens de leurs poils, elles ont seulement besoin qu'on secoue leur queue. Et dès que vous touchez à leur queue, ces mules-là se relèvent et se remettent au travail. J'ai l'impression que c'est ça l'haïtien. L'haïtien est de la deuxième catégorie. Nous en avons encore des fardeaux, nous en avons encore des charges, nous en avons encore, n'est-ce pas, des problèmes à régler, même si je ne crois pas au mot problème. Mais l'haïtien est de la deuxième catégorie en ce que, dès que vous lui lancez un défi, il va se prouver à lui-même qu'il peut relever, là je vais peser mes mots, tous les défis. Il n'a fallu que le Nazi-Nader nous dise que nous n'avons pas le droit d'utiliser notre propre cours d'eau pour irriguer nos terres pour que cet instinct fondamental de l'être haïtien, à savoir un peuple de cause impossible, pour que cet instinct-là soit réactivé et que les Haïtiens de partout se posent la question, à savoir, que devons-nous faire pour construire, pour creuser ce canal? Et vous le voyez là, vous le voyez. Ce n'est pas le ministère des Transports publics, on s'en fout un peu, qui débarque pour aider la population haïtienne à creuser le canal. Ce n'est pas le ministère des Mines qui envoie des experts. Ce n'est même pas le soi-disant gouvernement du cynique Ariel Henry qui envoie ses ingénieurs, ses architectes nous aider. C'est la population haïtienne qui se dit « on va se prouver » que cette cause improbable, cette mission impossible aux yeux du Nazi-Nader, nous allons nous prouver qu'une fois de plus, nous pouvons la réaliser. Vous notez que s'il y a une deuxième chose pour laquelle nous devons remercier le Nazi-Nader, c'est qu'il a réussi l'unanimité des Haïtiens contre lui. Depuis que nos paysans ont recommencé, depuis que nos paysans ont repris les travaux du canal, les Haïtiens sont devenus vraiment un seul homme. Les Haïtiens sont devenus un seul être. Je vois plein d'organisations qui font des levées de fonds, et tant mieux, pour pouvoir aider la commission citoyenne de Maribaou pour la construction de ce canal. Le Nazi-Nader nous a secoué la queue. Et malgré nos autres défis, malgré nos autres préoccupations, comme un seul homme, le temps d'être secoué, nous sommes debout et nous allons construire ce canal. Et ce canal va être le premier d'une série d'autres travaux à travers le pays, de manière à remettre l'agriculture au centre de nos priorités. Mais je vous disais,
que ce trait fondamental chez nous, c'est toute notre histoire. Les Haïtiens sont le peuple des causes impossibles. Les Haïtiens sont le peuple des causes improbables. Alors, vous attendez, c'est ce que vous vous attendez de moi en tant qu'historien, vous rappelez justement les grands faits, les grandes réalisations de notre histoire de peuple. Alors, regardons en détail quelques-unes des causes impossibles, quelques-unes des missions impossibles que le peuple haïtien a relevées en tant que peuple. Et je ne vais même pas commencer par nos propres défis à nous. Je vais regarder les défis que nous avons aidé les autres à relever. Savez-vous qu'en 2009, écoutez bien, la reine d'Espagne, Sofia de Grèce, est entrée en Haïti pour 2 ou 3 jours. Elle est allée dans la ville des Gonaïves. Savez-vous pourquoi? Pour remercier officiellement le peuple haïtien d'être le premier État au monde à reconnaître l'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman dans les années 1820-1821. En effet, le 15 janvier 1822, le président Jean-Pierre Boyer a officiellement reconnu l'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman. Mais mieux, on n'a pas fait que reconnaître, on a aidé la Grèce à se battre et à obtenir son indépendance. Savez-vous que lorsque les Grecs se battaient contre l'Empire ottoman, essentiellement des Turcs, pour leur indépendance, l'État haïtien leur a donné 40 000 piastres. Imaginez, nous sommes dans les années 1820, l'État haïtien, dont on disait que c'est un État pauvre, État appauvri, on se souvient, n'est-ce pas, de l'embargo, n'est-ce pas, que nous subissions de la part du très malveillant État français qui ne voulait pas reconnaître notre indépendance à nous, et bien tandis que l'État français ne reconnaissait pas notre indépendance à nous, eh bien nous, l'État haïtien, nous les Haïtiens, nous avions aidé les Grecs à obtenir, à conquérir leur indépendance. Nous leur avons donné 40 000 piastres. Imaginez, si vous faites le calcul de ce que ça pourrait valoir aujourd'hui, en plus de leur donner de l'argent, nous avons donné 20 000 fusils aux Grecs pour qu'ils se battent contre les Ottomans. Et mieux, en plus de leur donner 40 000 piastres pour les aider dans leur lutte d'indépendance, en plus de leur donner 20 000 fusils, nous leur avons donné, tenez-vous bien, 40 000 tonnes de café. En ce moment encore, le café haïtien était le meilleur au monde. Nous leur avions donné 40 000 tonnes de café, qu'ils puissent vendre ce café de manière à avoir de l'argent pour conquérir leur indépendance. Et lorsqu'ils l'ont conquise, cette indépendance, nous sommes le premier État. Dans une lettre qui date du 15 janvier 1822, nous sommes le premier État à reconnaître l'indépendance de la Grèce, aux grandes dames des autres puissances d'alors. C'est cet Haïti-là que vous devez avoir en tête. C'est ce peuple-là que vous devez vous rappeler. C'est ce trait fondamental de notre identité de peuple que le Nazi Nader a réactivé. Nous sommes un peuple exportateur de liberté. Nous sommes un peuple exportateur d'autodétermination des peuples. Nous sommes un peuple exportateur de verticalité. Nous sommes un peuple exportateur de dignité. Et en 2009, c'est une nouvelle qui est passée sous le radar, en général. Les médias qui sont paresseux, les médias qui sont des trucs à sensation ne parlent pas de cela. Imaginez la reine de la Grèce, Sofia de Grèce, qui a fait ce voyage pour dire au peuple haïtien, nous sommes en 2009. 2009, c'est une année
après le terrible ouragan qui a ravagé la ville des Gonaïves. Vous vous souvenez de l'ouragan Jeanne? Quand tous les médias, paresseux, racistes, disaient « Ah, mais c'est un peuple maudit, bon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont encore fait contre le bon Dieu pour subir les affres de la nature ?» Tandis que la ville des Gonaïves est complètement paralysée par l'ouragan Jeanne. La reine Sophia de Grèce a fait le voyage jusqu'à Haïti. Elle n'est pas restée que quelques heures, là, comme l'avait fait la femme de Barack Obama, First Lady des États-Unis, que nous avons aidé dans leur lutte pour l'indépendance. La First Lady, Michelle Obama, n'est restée que quelques heures, n'est-ce pas, serrer quelques mains, mais bof. Sophia de Grèce est restée plusieurs jours en Haïti et elle tenait à exprimer publiquement, devoir de mémoire, me direz-vous, publiquement sa reconnaissance vis-à-vis du peuple haïtien qui a aidé les Grecs à conquérir leur indépendance en leur fournissant aux Grecs 40 000 piastres, nous sommes en 1821, 20 000 fusils et en leur donnant 40 000 tonnes de café. C'est ça le peuple haïtien. Le peuple haïtien, c'est le peuple qui se tient toujours du côté des faibles. Le peuple haïtien, c'est le peuple qui se tient toujours du côté des causes nobles. En parlant des causes nobles, saviez-vous que, vous savez, je travaille maintenant sur Jean-Jacques Dessalines. Je vous proposerai dans les mois à venir une biographie du premier homme d'État haïtien, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Et pour moi, là, je vais vous le dire, Jean-Jacques Dessalines, c'est une étoile, non pas qui est tombée du ciel, c'est une étoile qui est sortie des mers, qui est sortie de la terre. Une étoile, en général, c'est en haut, non. Jean-Jacques Dessalines, plus je lis, et là je tombe sur des documents les plus inédits, les uns plus inédits que les autres, plus je lis sur cet homme, plus je me dis, putain, cet homme, c'est une étoile qui est sortie des eaux, qui surgit du fond de la terre. Savez-vous que ce Jean-Jacques Dessalines, qui nous a donné l'indépendance en 1804, l'une des premières politiques publiques qu'il a adoptées, c'était dans ses correspondances avec l'État esclavagiste américain, dans ses correspondances avec l'État raciste américain. Vous savez que les Américains avaient plusieurs millions, enfin presque 3 millions, sinon plus de 3 millions de Noirs qui travaillaient dans des plantations de coton, de café, etc. Notre Jean-Jacques Dessalines, cette étoile sortie des mers, cette étoile sortie de la terre, avait proposé, c'est tellement émouvant, il avait proposé d'acheter à raison de 40 piastres tout esclave dont le maître américain voulait se débarrasser. L'empereur disait, écoutez, moi je veux avoir un État où tout le monde est libre. Haïti serait la terre de la liberté, dès qu'on y met le pied, on doit être libre. Alors si vous, les Américains, racistes de votre État, racistes dans votre ADN, assassins dans votre ADN, parce que l'État américain, ne l'oublions pas, il faut rappeler les choses, a assassiné plus de 100 000 autochtones en 200 ans, eh bien, notre Jean-Jacques Dessalines, notre État était naissant là. Nous sommes en 1804, 1805, ça veut dire moins de 2 ans après notre indépendance, l'empereur Jean-Jacques Dessalines était prêt à payer jusqu'à 40 piastres par tête d'esclaves noirs pour acheter leur liberté. Bon Dieu. Nous avons mené une guerre d'indépendance qui a duré, ma foi, 11 ans. Si vous dites que notre guerre d'indépendance
a démarré en 1791. Nous avons effectivement conquis notre indépendance en novembre, n'est-ce pas, en novembre 1803. Nous avons proclamé notre indépendance en janvier 1804, mais notre indépendance était une affaire réglée dès novembre 1803. Mais imaginez, moins de 2 ans, environ 1 an après notre indépendance, cette étoile sortie des mers, cette étoile sortie du fond de la terre, voulait acheter, à raison de 40 piastres, la liberté de tout esclave noir. C'est ça, l'haïtien. Vous voulez être libre? Nous allons vous aider. Vous voulez votre dignité? Nous allons nous oublier nous-mêmes pour vous aider. Nous allons le faire sans intérêt aucun. Quand l'haïtien vous aide, il ne le fait pas par mesquinerie. Et si vous voulez découvrir la générosité haïtienne, si vous voulez découvrir le désintéressement haïtien, promenez-vous donc dans la campagne haïtienne, allez voir un paysan haïtien. Vous arrivez chez lui, il ne vous connaît même pas, il va vous faire le meilleur café. Il va vous l'offrir dans sa tasse des grands jours. Vous savez, les paysans, ils ont des tasses, des ustensiles qu'ils réservent pour les grands jours, pour les visiteurs de marque. Les visiteurs de marque, c'est monsieur et madame tout le monde. L'étranger qui débarque chez lui, et il va laisser son lit. Il va se coucher sur ce qu'on appelle des nattes chez nous et vous laisser son lit. Il va vous sortir, n'est-ce pas, ces ustensiles des grands événements pour vous servir à manger, pour vous servir de l'eau. Et lorsque vous laisserez son toit dans 2 ou 3 jours, il n'attend rien de vous sinon qu'un merci. C'est ça l'haïtien. On n'avait même pas encore conquis notre propre indépendance. Quand les États-Unis, dans les années 1774, 75, 76, menaient leur lutte, leur guerre pour leur propre indépendance, alors nous sommes allés, nos ancêtres, mais ils étaient pour la plupart encore des esclaves soldats. Ils y allaient volontairement. C'est ainsi qu'on va retrouver un Christophe Henry pour aider les Américains dans leur lutte afin de conquérir l'indépendance. Il y a un auteur haïtien qui a dit ceci, c'est très juste. Il a dit, si vous voulez comprendre la différence fondamentale entre l'haïtien et le québécois, par exemple, le Québec que je connais bien, parce que j'y vis depuis plus de 34 ans, cet intellectuel, quant à moi, a mis le doigt sur ce qui distingue fondamentalement l'haïtien de tout autre peuple, mais en particulier du peuple québécois. Il a dit ceci, vous savez, le Québécois a tout. Le Québec, c'est un État prospère dans un pays prospère. Le Québec, c'est un État qui se développe et dont la population, n'est-ce pas, atteint un niveau de vie socio-économique extraordinaire. Donc, le Québécois a tout, sauf la liberté. Et là, il réfère à l'indépendance de l'État québécois. Et il dit, par contraste, l'haïtien n'a rien, sauf la liberté. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire
Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Et si vous voulez saisir un trait fondamental chez l'haïtien, c'est quand vous vous permettez de lui dire non. C'est quand vous vous permettez de lui dire que ce n'est pas possible. C'est quand vous vous permettez de lui dire vous ne pouvez pas le faire. Alors là, Dessalines renaît en lui. Alors là, Christophe renaît en lui. Alors là, tantôt, il y a René en lui. L'haïtien n'accepte pas les noms. On n'accepte pas les noms de la nature. Quand la nature nous dit non, on va quand même le faire. Nous n'acceptons pas les noms de l'histoire. Quand l'histoire nous dit non, nous allons quand même le faire. Nous n'acceptons pas les noms de la soi-disant science, de la prétendue science, des soi-disant scientifiques. Quand les scientifiques prédisent que ce peuple-là ne se relèvera jamais, nous prouvons à ces pseudo-scientifiques qu'ils se trompent. Frayons. Depuis 1450, jusqu'en gros au XXe siècle, l'Occident met tout son appareillage scientifique au service de son racisme. Les humains sont hiérarchisés. Lisez les travaux, mais très applaudis, de Gobineau. Relisez les œuvres des soi-disant philosophes des Lumières. Relisez les travaux de certains grands hommes de science de l'Allemagne. Pour eux, ce n'est pas compliqué, il y a une hiérarchie parmi les humains. Et au sommet de l'échelle humaine, vous avez les Noirs. Et cela, c'est ce que disaient les scientifiques. Ils n'ont pas le sens de la liberté. Vous avez des scientifiques qui vous disaient, écoutez, donnez la liberté à un nègre, mais il ne saura pas quoi en faire. Et même le très détestable Napoléon Bonaparte, il disait aux philosophes des Lumières, mais vous ne comprenez rien, vous vous battez, soi-disant, vous faites des théories pour qu'on abolisse l'esclavage, mais les Noirs, ils aiment bien ça, car ils ne comprennent pas ce que c'est que la liberté. Mais vous savez, ce sont de gros idiots. Et Bonaparte, c'est un pervers au sens premier du terme. Pervers parce que c'est un pédophile, mais pervers aussi dans le sens qu'il pervertit l'histoire. Comment ça, les Noirs ne connaissent pas la liberté ? Est-ce qu'il a entendu parler, cet imbécile du Mali? Bien sûr qu'il a entendu parler, n'est-ce pas, de l'Égypte, puisqu'il s'y est rendu. Donc c'est un pervers, il a perverti l'histoire en faisant casser la gueule des statues, en faisant casser le nez des monuments extraordinaires qu'il a rencontrés dans son expédition d'Égypte, pour qu'on ne réalise pas que ce sont des Noirs, aux cheveux crépus. Et quand un Macron l'honore, faisant, pour reprendre la formule de l'autre, de la poésie à un sou, en disant que c'était un grand homme, bon Dieu. Oui, c'était un assassin, c'était un pilleur. Alors là, pour revenir à ce que je vous disais, quand
L'Occident a mis tout son appareillage scientifique, historique et maintenant sociologique au service de son racisme pour dire, écoutez, les Noirs ne comprennent pas la notion de la liberté. Vous avez jusque dans les années 60, un président comme le président Nixon qui disait de son propre peuple, donc des Afro-Américains, écoutez, ils sont comme des bébés, ils ne comprennent pas ce que c'est que la liberté. Nous, les Haïtiens, nous avons prouvé le contraire. De 1791 jusqu'à novembre 1803, nous nous sommes mis debout. Sans armes, nous avons pris les armes des Français, nous avons pris les armes des Espagnols, nous avons pris les armes des Anglais. Et plus tard, nous avons pris les armes des Américains pour battre la plus puissante armée d'alors, l'armée française, et nous avons fait ce qu'on pensait impossible, qu'une armée non européenne batte et fasse manger la poussière à une armée européenne, l'armée française. Mais ça, les amis, tout le monde disait que c'était impossible. Tout le monde disait que mais c'est improbable. Tout le monde disait mais que c'est rêvé en couleur. Comment une armée de va-nu-pieds, c'est comme ça qu'on nous appelait. Et vous savez que la plupart de nos ancêtres n'avaient même pas de bottes, ils n'avaient même pas de chaussures pour aller en guerre. Ils se battaient parfois à main nue. C'est ça l'haïtien, les amis. Et non satisfait d'avoir conquis notre indépendance, nous l'avons exporté en aidant Miranda. J'en parlais la semaine dernière. Miranda, c'est celui qui va libérer ce qu'on appelle la Grande Colombie, aujourd'hui essentiellement la Colombie, le Venezuela et tous ces pays, n'est-ce pas, sud-américains. Et lorsque le grand homme d'État, cette étoile sortie des eaux, cette étoile sortie du fond de la terre, aidait Miranda. Lorsque plus tard Pétion, qui a cet ADN là aussi, aidait les Miranda de ce monde, et que ces gens-là leur disaient, mais qu'attendez-vous en retour de nous? Rien. On vous donne des armes, on vous donne des soldats, on vous donne de l'argent. Libérez les esclaves. C'est tout ce qu'on attend de vous. Exportez ce trait fondateur de l'haïtien. Exportez ce trait fondamental de l'haïtien. Libérez les autres. Nous l'avons fait pour l'Éthiopie, les amis. Nous l'avons fait pour Israël. Vous savez, depuis la fondation d'Israël, Israël qui est un État raciste aussi, il faut le dire. Israël qui est un État voyou parce que Binyamin Netanyahou a travesti les idéaux du peuple d'Israël. Binyamin Netanyahou, c'est un salopard qui travestit les idéaux du premier instinct du peuple juif. Eh bien, je dis bien, nous avons voté pour la fondation de l'État d'Israël malgré les intimidations de beaucoup d'États qui aujourd'hui se font passer pour les amis d'Israël. On intimidait l'ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies pour qu'il ne vote pas en faveur de la fondation d'Israël. Et puisque Haïti, c'est un État exportateur de liberté, c'est un État exportateur d'autodétermination des peuples, dès qu'un peuple veut sa liberté, dès qu'un peuple veut son indépendance, peu importe le prix qu'il devra payer, l'haïtien va dire oui. C'est ainsi que nous avons, malgré toutes les improbabilités, malgré toutes les intimidations que nous avons subies, nous avons voté pour la fondation de l'État hébreu. Bon Dieu, la Libye nous en doit une aussi, une fière chandelle. Et donc quand
Quand vous dites non à l'haïtien, parce que, mais c'est improbable, quand vous dites non à l'haïtien parce que l'élite traditionnelle est tellement à plat ventriste que plutôt que de prendre position pour les paysans, cette élite-là qui a des maîtresses en République dominicaine, cette élite-là qui achète des maisons en République dominicaine, les politiciens qui ont de la business en République dominicaine, eux, ils sont intimidés par le Nazi-Nader. Le paysan haïtien, il n'a que faire des intimidations de Nazi-Nader. Il décide de faire le canal et il va y arriver. Ne pensez pas que la construction du canal énerve seulement le Nazi-Nader. Hein? La construction du canal met en exergue toute l'hypocrisie du Québec et toute l'hypocrisie du Canada. Savez-vous véritablement pourquoi le Nazi-Nader s'oppose à la construction du canal? Pour deux raisons. D'abord, il ne veut pas que nous ayons notre indépendance alimentaire. Si on creuse un canal, on va irriguer, n'est-ce pas, nos 3 000 à 15 000 hectares de terre. Nous allons pouvoir produire nous-mêmes de quoi manger. Mais savez-vous que il y a une compagnie canadienne, il y a une compagnie minière québécoise, l'Unigold, qui a signé un contrat d'exploitation d'or, un contrat d'exploitation de mines d'or sur notre frontière, et comme par hasard, le tracé de ces mines-là, justement, passe par cette rivière-là. Et cette compagnie minière canadienne, cette compagnie minière québécoise, l'Unigold, a besoin d'eau pour laver ses kilos d'or. Et on parle de 4000 litres d'eau par kilo d'or. Tandis que les paysans haïtiens ont besoin d'eau pour répondre à un droit inaliénable, à un droit fondamental, celui de manger, la compagnie québécoise, la compagnie canadienne veut exploiter cette même eau pour laver ses kilos d'or, sans calculer les dommages que l'exploitation de cette mine d'or va causer sur l'écologie haïtienne. Et pourtant, c'est ce même Canada qui chante l'économie verte. L'économie verte, mon œil. Hein, vous avez vu cette grande messe aux Nations Unies tout récemment, là. Le Premier ministre Justin Trudeau, le pan, qui est allé vanter l'économie verte du Canada. Foutaise que tout cela. Le très anti-écologique François Legault, qui a même été applaudi par Al Gore pour ses politiques publiques écologiques, eh bien, c'est ce François Legault qui est le Premier ministre du Québec, dont une entreprise minière a signé avec la République dominicaine pour exploiter des mines d'or sur cette frontière, sur un tracé par où passe justement notre rivière. Donc, d'un côté, vous avez un peuple qui se bat à main nue pour creuser un canal de manière à irriguer ces terres pour manger, droit fondamental reconnu par ces mêmes pays-là. Et de l'autre côté, vous avez le Canada, le Québec, qui soutiennent l'Unigold, qui va exploiter des mines d'eau sur notre frontière en détournant nos eaux utiles pour notre agriculture pour laver leur kilo d'or à raison de 4000 litres d'eau par kilo. Les amis, avez-vous entendu quelques déclarations du Canada contre le comportement nazi d'Abinader? Non. Et puis, songez-le bien, songez bien à cela. Dites-vous bien que le Nazi-Nader n'aurait pas eu ce comportement de fanfaron, ce comportement de maître Ali Boron, s'il n'avait l'appui des nations malveillantes comme les États-Unis, s'il n'avait l'appui des nations malveillantes comme le Canada et la France. Et quand on regarde de près la chose, c'est parce que le Canada, qui est la première puissance minière mondiale, a des intérêts dans la zone. Il y a de l'or là. Il y a un contrat qui est signé entre l'État dominicain et la compagnie Unigold, contrat au terme duquel nous allons exploiter ces mines d'or qui se trouvent sur la frontière haïtiano-dominicaine et dont le tracé passe par la rivière Massacre. Donc on ne peut pas permettre aux paysans d'utiliser l'eau pour se nourrir. Nous en avons besoin pour
laver nos kilos d'or à raison de 4000 litres par kilo. Alors quand ces nations-là vous parlent d'écologie, envoyez-les promener. Quand ces nations-là vous parlent, n'est-ce pas, d'économie verte, envoyez-les promener. Quand ces nations-là vous parlent de leur effort pour réduire la pauvreté dans le monde, envoyez-les promener. Le Canada est un État hypocrite, le Québec est un État hypocrite. Vous avez des gens qui se battent pour se nourrir, et le Québec qui ne dit mot, le Canada qui ne dit mot parce qu'il y a cette compagnie minière canadienne, cette compagnie minière québécoise qui détient des intérêts malsains, des intérêts mesquins sur ce tracé-là. Mais nous allons le faire parce que nous sommes le peuple des causes improbables, nous sommes le peuple des causes impossibles. Vous devez savoir que l'Haïtien, il se bat pour exporter la liberté. Vous devez savoir que l'Haïtien, il se bat pour exporter la dignité. Il se bat pour exporter l'humanité. Et dès que l'humanité est en jeu, dès que la dignité humaine est en jeu, dès que la liberté humaine est en jeu, l'Haïtien se met instinctivement debout pour défendre cela. Vous dites liberté à l'Haïtien et il comprend instinctivement ce que c'est. Après avoir été réduit en esclavage de 1503 essentiellement à 1791, nous savons ce que c'est que d'être privé de sa liberté. Et l'Haïtien se dit, plutôt mourir de faim, plutôt mourir de soif, plutôt marcher les pieds nus, plutôt que d'être asservi à qui que ce soit. Et c'est ce que le Nazinader va découvrir dans les prochaines semaines. La situation des Haïtiens en République dominicaine est catastrophique. Extorsion, massacre à répétition, traitements inhumains. Haïtiens de la diaspora et amis des Haïtiens, sommes-nous fatigués, écœurés de ces traitements inhumains? Nous vous demandons, tenez-vous debout avec nous pour dénoncer ce silence complice du gouvernement d'Abinader. Nous vous attendons le 1er octobre devant le consulat dominicain à Montréal, au 1470 rue Pile, donc métro Pile, coin Maisonneuve. À 14h, nous allons nous tenir debout. C'est une question de dignité. Grande manifestation en solidarité au peuple haïtien. Il faut arrêter ces traitements inhumains et il faut venir apporter notre support à ces gens-là qui veulent construire ce canal pour leur dignité. Merci. Dimanche 1er octobre à 14h au 1470 rue Pile, coin Maisonneuve. Merci. Pour aider à la construction de ce canal qui est au fait le premier pas vers la reconquête de notre dignité de peuple, pour aider à la construction de ce canal qui est le premier pas vers la priorisation de l'agriculture dans l'économie haïtienne, la chose à faire, et je vais vous suggérer 5 choses à faire aujourd'hui. La chose à faire, c'est donner de l'argent à toutes les organisations qui recueillent des fonds de manière à aider cette commission citoyenne de la région de Marie-Barou pour construire le canal. Donnez de l'argent, donnez. Dès que l'organisation, peu importe cette organisation, organise des levées de fonds pour cette cause-là, donnez de l'argent. Rien ne se fait sans argent. Money talks. Ne laissez pas seuls ces paysans. Donnez-leur de l'argent, ils en ont besoin. C'est notre façon à nous de contribuer à une cause noble. C'est notre façon à nous de réactiver ce trait fondamental dans l'ADN de l'Haïtien
la dignité, la liberté. L'haïtien n'accepte pas qu'on lui dise c'est impossible. Donner de l'argent. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est important. Il faut que ce canal-là respecte les normes scientifiques. Ne laissez pas, s'il vous plaît, les paysans travailler comme cela en amateur. Allez les encadrer. Je fais appel à nos ingénieurs, à nos architectes, en tout cas aux experts de cette chose-là. Il y en a partout. De ces Haïtiens qui ont une expertise dans la chose, mais regroupez-vous en association pour aller encadrer ces paysans-là dans cet ouvrage. Nous en avons ici des ingénieurs, nous avons ici une association d'ingénieurs haïtiens ici au Canada, il y en a sûrement aux États-Unis ou ailleurs à travers le monde. Regroupez-vous, bon Dieu, quelle leçon d'unité, enfin, quelle leçon d'unanimité ne donnerons-nous pas au monde lorsqu'ils verront des ingénieurs laisser leur confort au Canada, aux États-Unis, etc., pour aller encadrer les paysans. La deuxième chose. La troisième chose, c'est très important. Manifester votre désaccord vis-à-vis des pratiques nazies du Nazinader devant les consulats et les ambassades de l'État dominicain. Et je salue des frères ici qui organisent une marche, qui organisent une manifestation bientôt devant les locaux du consulat dominicain à Montréal. C'est la chose à faire. Et il faut y aller avec des pancartes qui disent la vérité, qui expose le nazisme de l'État dominicain, qui expose le nazisme du Nazinader. Manifestez votre colère, manifestez votre désaccord en soutien aux paysans haïtiens devant les locaux des consulats et des ambassades dominicains. Deuxième chose. Donc, troisième chose, vous donnez de l'argent. Donnez de l'argent. Ne vous posez pas la question, est-ce que c'est vrai? Non, on donne. On donne. S'il y a une organisation qui fait dans des magouilles, on va le savoir. Et on va le dire. Mais pour l'instant, donnez. Cet argent-là doit se rendre jusqu'à la commission citoyenne de Maribaou pour aider à la construction du canal. Puisque la construction de ce canal requiert, n'est-ce pas, des expertises, eh bien, il y en a des experts haïtiens. Ne demandez rien aux pays étrangers. On ne veut pas que les autres s'impliquent là-dedans. On ne veut pas que le Canada, le Québec, qui sont des États hypocrites en la matière, s'impliquent. On ne veut pas que les États-Unis, qui soutiennent en soumet l'État nazi dominicain. On ne veut pas que la France, qui est un État malveillant, on ne veut rien des autres. On veut le faire nous-mêmes. 3. Manifester devant les consulats et les ambassades dominicains partout. Exposer leur racisme. 4. Boycotter le tourisme dominicain. Vous savez que l'économie dominicaine repose en partie sur le tourisme. Quelle n'était ma honte mercredi dernier d'apprendre de la bouche du très érudit économiste, mon jeune ami, le professeur Edzer Émile, quelle n'était ma honte d'apprendre de sa bouche mercredi que les Haïtiens sont le premier peuple étranger acquéreur de maisons en République dominicaine. Bon Dieu, mais n'avez-vous pas honte? Il y avait ce jeune homme qui, il y a quelques années, se vantait en tant qu'Haïtien d'être allé acheter un condo en République dominicaine et il disait, écoutez, Haïti n'ira nulle part, moi je vais investir en République dominicaine. Quel imbécile, mais quel parvenu, quel m'as-tu vu? Vous achetez en République dominicaine, vous achetez dans un État qui nie les droits fondamentaux de vos frères, qui nie les droits fondamentaux de vos sœurs, et vous êtes fiers, imbécile. Quelle n'est ma honte d'apprendre le nombre effarant d'hommes
et femmes d'affaires haïtiens qui font de la business en République dominicaine, gang d'imbéciles et de traîtres. Plutôt que de faire pression sur l'État haïtien pour qu'il encadre mieux les pratiques d'affaires, plutôt que de faire pression sur l'État haïtien pour qu'il crée les conditions favorables à la création d'entreprises chez vous, vous créez des entreprises chez l'État dominicain qui est un État ennemi. Et vous savez ce que je souhaite, ce que je vous souhaite à vous d'imbéciles, c'est que le Nazi-Nader pousse ses pratiques nazies qui ne sont pas sans rappeler les lois de Nuremberg jusqu'à l'expropriation des Haïtiens. Moi, je le souhaite, ça. Hein? Imaginez si le Nazi-Nader passait une loi pour dire, écoutez, si vous êtes d'origine haïtienne, vous ne pouvez pas être propriétaire chez nous. Et ça va vous donner la leçon qu'il faut pour que vous appreniez, vous, hommes et femmes d'affaires, à faire pression sur l'État haïtien pour qu'il crée les conditions favorables à l'émergence, à la création d'entreprises chez vous. Et lorsque je regarde, encore une fois, les tableaux de ce que nous importons de la République dominicaine, des biscuits sucrés, des biscuits salés, des sacs en plastique, des gobelets, des fourchettes, autant de saloperies, que si ces hommes d'affaires n'étaient pas, si vous voulez, des malpropres, si ces gens-là n'étaient pas des traîtres, s'ils n'étaient pas des imbéciles en termes d'intelligence d'affaires, autant de choses qu'ils auraient pu créer en Haïti. Mais là, vous allez me dire, oh, mais il n'y a pas de sécurité. C'est encore les gens d'affaires qui sont impliqués dans ce climat insécure, parce que c'est eux qui achètent des armes, c'est eux qui placent des armes dans les mains des bandits à sa patte. Alors, ne venez pas vous plaindre du fait qu'il n'y a pas de sécurité, vous avez créé l'insécurité. Vous voyez bien, le Canada en a avili 3 autres, là, un banquier dont tout le monde sait qu'il blanchit de l'argent, un industriel dont tout le monde sait, enfin 2 industriels dont tout le monde sait qu'il blanchit de l'argent. Alors ne venez pas vous plaindre parce que vous importez des armes en Haïti, vous les placez aux mains des bandits à sa patte. Alors prenez-vous à vous-même parce qu'il n'y a pas de sécurité en Haïti, mais je ne vous loue pas. Je refuse de vous tendre une oreille sympathique lorsque vous me racontez toutes sortes de conneries. Pourquoi vous êtes allés ouvrir des industries en République dominicaine? Je souhaite que le Nazi-Nader pousse son imbécilité et son racisme plus loin encore, qu'il vous exproprie. Bande d'idiots. Alors boycottez le tourisme dominicain. Ce n'est pas normal que moi, comme Haïtien, ce n'est pas normal que vous, mes frères africains, nous sommes frères, nous sommes le même peuple. Ce n'est pas normal que vous, mes frères africains, vous alliez passer des vacances en République dominicaine. Êtes-vous en train de me dire que dans les Caraïbes, il n'y a aucun autre endroit où vous pourrez aller passer des vacances? Boycottez le tourisme dominicain. L'État dominicain est un État raciste, il faut qu'on le sache. Et mon technicien va faire des clips avec ce segment-ci de l'émission. Faites en sorte que ce segment soit viral. Boycottez le tourisme dominicain parce que c'est un pays, n'est-ce pas, raciste. C'est un pays négrophobe. C'est un pays nazi qui prive les Haïtiens de leur droit fondamental de citoyenneté. Ces Haïtiens qui naissent en République dominicaine depuis les années 20 et qui sont privés de leur citoyenneté au su et au vu de la soi-disant communauté internationale, qui est une gang de nations hypocrites. Boycottez le tourisme dominicain. Ne mettez pas un seul sou dans l'économie dominicaine. Je comprends qu'il y ait quelque chose comme 20 000 Haïtiens, 20 000 jeunes qui étudient en République dominicaine. Je leur pardonne. Parce que l'État haïtien ne crée pas d'université. Je ne peux pas demander à ces jeunes de se priver d'instruction parce que l'État haïtien ne fout pas son travail. Mais c'est à nous de renverser aussi l'État cynique d'Ariel Henry. J'ai parlé d'un certain nombre de gestes qu'il nous faut poser. Donner de l'argent pour soutenir le canal.
que nos experts aient encadré cette commission de construction du canal. Manifestons nos colères devant les ambassades et les consulats américains, afin que, dominicains, vous savez, c'est la même chose, c'est un lapsus assez révélateur. Boycottons le tourisme dominicain et enfin, c'est très important. Vous savez, est-ce que vous réalisez que toutes ces manœuvres qui sont faites ces jours-ci, la sécurité, soi-disant, ouverture des frontières américaines et canadiennes tout à coup, le Canada, les États-Unis décident désormais d'accorder en grande quantité des visas aux Haïtiens, tout ceci se fait dans un seul but, chasser l'Haïtien de chez lui. La République dominicaine, les États-Unis, le Canada, la France aiment Haïti. Ils n'aiment pas les Haïtiens. Donc ils font tout pour chasser les Haïtiens de chez eux. Nous allons appliquer ce que j'appelle la méthode Marcus Garvey. Buy a land. Achetez des terres chez vous. Tandis que les États-Unis, n'est-ce pas, créent le programme Biden pour chasser les Haïtiens d'Haïti. Le Canada est en train de faire la même chose pour chasser les Haïtiens d'Haïti. Nous qui en avons les moyens, nous allons faire la méthode de Marcus Garvey. Nous allons acheter des terrains chez nous. Pas seulement pour construire, mais pour planter. Et puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, mon père est du trou du Nord, de la région du Nord-Est justement. J'ai déjà parlé à quelqu'un qui a de bons contacts là-bas et qui s'y connaît, n'est-ce pas, pour me trouver un terrain où je vais construire, mais un terrain pour planter. Buy a land. C'est votre pays. Ne laissez pas les Clinton acheter nos terrains. Donald Trump l'avait dit. Finalement, le plan, c'est qu'à force de chasser les Haïtiens, des compagnies étrangères vont finir par acheter de si grandes portions de terre qu'Haïti appartiendra à des compagnies étrangères. Buy a land. Achetez des bouts de terrain chez vous. Achetez des terrains dans votre habitation. Mon père est originaire du Nord-Est. J'ai pris l'engagement d'acquérir des terrains chez nous. Buy a land. Et vous, qui êtes en Haïti en ce moment, et à qui on fait miroiter les États-Unis et le Canada comme un Eldorado, je ne vous demande pas de ne pas quitter, je ne serai pas crédible. Mais de grâce, ne vendez pas vos terres pour un visa américain. Ne vendez pas vos terres pour un visa canadien. Cela n'en vaut pas la peine. Gardez vos terres. La terre, c'est la source de toute richesse. Gardez vos terres parce qu'Haïti est un pays riche en ressources. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de richesse en Haïti. Foutaise, ce sont des agents de l'ennemi. Ne prêtez pas oreille à ceux qui vous disent c'est un pays pauvre. Foutaise, c'est un pays appauvri. Gardez vos terres. Et si vous n'en avez pas, achetez des terres. Je reprends en terminant. Les 5 gestes que nous devons poser. Donnons de l'argent. Ce canal doit être construit. Que les experts se regroupent pour aider la commission citoyenne en vue de la construction de ce canal et des canaux ailleurs. 3. Manifestons nos colères contre le nazisme de l'État dominicain devant les consulats et les ambassades dominicains. 4. Boycottons le tourisme dominicain parce que c'est un État négrophobe, c'est un État raciste, c'est un État nazi. Et 5. Achetez des terres dans vos zones originelles. Vous venez du sud, vous venez du nord, vous venez de l'ouest, vous venez du plateau central, achetez des terres. Et quant à vous, qui aspirez après un visa, je ne vous blâme pas. Mais s'il vous plaît, ne vendez pas vos terres. Le plan ultime, c'est que des compagnies comme Unigold, des saloperies de ce genre, des gens d'affaires, n'est-ce pas, véreux, achètent toutes les terres d'Haïti et qu'après, Haïti n'appartienne plus au peuple haïtien, mais à des compagnies étrangères telles que Donald Trump l'avait révélé. J'espère vous avoir été utile, j'espère surtout que l'émission d'aujourd'hui vous aidera à reprendre confiance en vous-même. Vous êtes thessalonien, vous êtes louverturien, vous êtes christophien. Et pour un Haïtien, rien n'est impossible.
parce que nous sommes le peuple des causes impossibles, nous sommes le peuple des causes improbables, nous sommes invincibles, nous sommes incassables. Boycottons le foutu tourisme dominicain, construisons ce canal, achetons des terres chez nous. Merci de votre écoute, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Au revoir.